dans ce webinaire qui a été beaucoup demandé sur les tendances émergentes pour 2026. Donc, comme je le disais, c'est une des dernières sessions des Summer Club séminaires de cette année. Il y a une dernière session pour les professionnels qui ne sont pas membres payants de House à 15h cet après-midi, si jamais vous êtes intéressés, pour connaître toutes les fonctionnalités, comment marche House, et vraiment rentrer en détail sur les fonctionnalités qui peuvent vous aider à gérer votre business, que ce soit les plans 3D, les métriques, la facturation, etc., avec deux de nos experts de House, Andrea et Zor. Je vois que notre collègue vous a mis le lien d'ailleurs dans le chat si jamais vous voulez regarder justement les prochaines sessions et événements. Alors, je suis accompagnée de Claire aujourd'hui, qui est rédactrice en chef du magazine House France. Je suis Camille et je suis responsable du marketing à House, que ce soit la France et l'international. Donc, dans ma vie de tous les jours, je crée en fait tout le contenu et des campagnes marketing innovantes pour vous, professionnels de la rénovation. Donc, que ce soit par exemple les emails que vous recevez, les notifications mobiles, les e-books à télécharger, les invitations à nos différents événements. Vous allez d'ailleurs recevoir bientôt un email par rapport à Maison et Objets. Donc, regardez bien votre boîte mail si vous êtes intéressé. Je crée aussi tout ce qui est webinaire et quelques articles que vous pouvez lire. Et bonjour encore une fois à toi, Claire. Bonjour Camille. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Oui, alors moi je suis la rédactrice en chef du magazine House, donc je m'occupe aussi de toute la partie contenu pour la France, qui est autant le contenu pour les pros que pour le grand public, avec l'objectif du coup de vous accompagner au mieux dans le développement de votre activité, mais aussi d'éduquer les propriétaires, parce qu'on est aussi un magazine grand public, donc de les éduquer sur l'importance de faire appel à vous pour les accompagner dans leurs travaux et dans leurs projets, et aussi de mettre en avant votre expertise et votre travail. Super, merci beaucoup. Alors, comme tous les webinaires, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous avez vu comment faire, que ce soit Claire, moi-même ou peut-être même Néos, notre collègue. On répondra à toutes vos questions. On fera peut-être même des pauses pendant le webinaire pour répondre aux questions. Et on se garde toujours 5-10 minutes à la fin s'il y a besoin. Et pour rappel, pour ceux qui sont arrivés après, ce webinaire est enregistré. Donc, nous vous enverrons demain l'enregistrement. Et la semaine prochaine, vous aurez un récapitulatif de tous les webinaires qui ont été faits courant juin et juillet. Donc, que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur l'éclairage, sur les tendances, et j'en passe. Donc, vous recevrez tout ça la semaine prochaine. Alors, pour vous expliquer la structure de ce webinaire, nous aurons 3 parties. On commencera par les résultats de notre étude sur les tendances émergentes. Ensuite, nous aborderons les résultats phares de notre rapport House et la maison de 2025. Et enfin, nous parlerons des indispensables déco dans les intérieurs. Je vois Elodie, je fais une petite pause. L'éclairage, oui, en effet. Donc, on vous a mis le lien dans le chat et vous recevrez tout ça la semaine prochaine également par email. Donc, pas de problème. Donc, avant d'entamer le webinaire, comme les webinaires sur la tendance, j'aime bien d'abord vous poser une question, parce qu'après tout, vous êtes aussi très alerte sur les tendances, en termes, c'est vous qui êtes au quotidien avec les clients. Donc, la question, elle est simple, c'est quelles sont selon vous les 3 tendances majeures que vous repérez dans les demandes de vos clients? Donc, si vous pouvez nous écrire la réponse dans le chat, comme ça nous permettra de faire un parallèle entre ce que nous, on va vous présenter aujourd'hui et ce que vous constatez au quotidien. Donc ça va prendre un peu de temps, donc après soit ça arrive vite et on en discute un petit peu avant de commencer, soit on rentre direct, on commence avec les tendances émergentes. Oui, on peut laisser quelques petites secondes pour voir si on a des réponses. Alors oui, la question c'est quelles sont les 3 tendances majeures que vous repérez dans les demandes de vos clients? Donc c'est-à-dire, est-ce que vous avez des demandes qui reviennent? Oui, c'est toujours difficile, mais s'il y a des demandes, voilà, certaines, ça peut être 3, on met 3, mais ça peut être 1 ou même plus, mais s'il y a des choses qui reviennent régulièrement dans les demandes de vos clients en ce moment et qui pourraient être un peu différents comparés aux années précédentes.
De réemploi. Tout à fait. La verrière atelier. On n'en sort pas. Ouais. Et les matières naturelles, oui, tout à fait aussi, oui. D'accord. Le zélige. Ah bah, on va avoir une partie sur les matériaux justement. Neutre, ouais. Le neutre, ah ouais, alors nous on a une dualité un peu entre le neutre et justement la couleur et le enfin la couleur et beaucoup de déco aussi. Oui, dualité, ouais. Voilà, donc d'un côté un style très minimaliste et d'un autre côté un style très maximaliste. Il y a vraiment un 50-50 sur ce côté-là. Donc, je vous propose qu'on commence. Ah bah, le papier peint, vous allez voir qu'on va en parler. Donc, du coup, c'est très bien. On est sur la même longueur d'onde. Donc, on va pouvoir commencer avec les résultats du rapport sur les tendances émergentes pour 2026. Donc, on dit 2026 parce qu'en fait, on compare un peu ce qui arrive en début d'année et on se dit que c'est ce qui va se confirmer l'année prochaine. Donc, pour un petit rappel, chaque année, c'est où se publie ce rapport-là. Donc, on l'appelle tendance émergente, qui est fondé sur l'analyse des recherches des utilisateurs de la plateforme en France. Et donc, l'édition 2025, vous allez voir qu'elle révèle des évolutions fortes. On a des très forts pourcentages d'augmentation, notamment sur toutes les questions de gain de place, de bien-être, de convivialité, d'efficacité énergétique ou encore d'audace décorative. Donc, c'est autant de signaux qui traduisent quand même une transformation de notre rapport à l'habitat, même s'il y a des sujets qui reviennent, enfin qui restent présents tous les ans. Donc, un mot rapide avant de commencer sur la méthode, pour vous expliquer. Tous les chiffres qu'on va vous présenter aujourd'hui viennent de l'analyse des recherches sur House France. Donc, on compare janvier-mars 2025 avec la même période en 2024. Et on ne va pas se concentrer sur les termes qui ont été les plus recherchés, mais sur les termes pour lesquels l'évolution des recherches a été la plus importante. Parce que sinon, si on se concentre sur les thèmes les plus recherchés, ce sera toujours la même chose. Ce sera toujours les cuisines, les petites salles de bain. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est l'évolution pour voir ce qui est amené à changer dans le futur. Donc, voilà, ça nous permet d'identifier les évolutions et les signaux qui annoncent les tendances de demain. Donc, la première tendance forte, c'est pas une grande surprise, mais on voit qu'on a des pourcentages qui sont assez élevés. Donc, elle concerne l'optimisation des espaces oubliés. Donc, là, c'est vraiment la guerre aux espaces perdus parce qu'on a des logements, qui ne sont pas très grands. On est dans un contexte immobilier qui est tendu, donc on n'a pas forcément, c'est pas forcément le bon moment pour aller chercher un logement plus grand. Donc on recherche des solutions d'aménagement pour optimiser les moindres recoins de la maison et parmi elles, les utilisateurs de la plateforme en France, ils plébiscitent de plus en plus l'aménagement des combles. Notamment pour en faire des salles de bain. Ça, c'est ce que voilà, on voit quand même qu'il y a une augmentation de 900 du terme salle de bain sous comble. Donc, c'est-à-dire que ce terme-là, entre janvier et mars 2025, il a été recherché 900 fois plus que sur la même période l'année dernière. Aussi, on remarque d'autres solutions un peu comme ça, gain de place astucieuses. Donc, on a le lit estrade qui combine couchage et rangement malin dans les chambres, qui enregistre aussi une progression de 67. Elle est moins impressionnante, mais elle est quand même notable. Et on remarque aussi l'optimisation des zones de passage qui intéressent de plus en plus, donc notamment les couloirs. Et là, ça va être des recherches autour pour savoir que faire de ces couloirs, en faire des vraies pièces de la maison, donc que ce soit des entrées couloirs et aussi beaucoup de cuisine couloir. Les deux ont augmenté, les recherches pour ces deux termes ont augmenté de respectivement 55 et 37. Donc, tout ça, c'est une tendance qui illustre parfaitement le désir d'adapter le logement au nouveau mode de vie, en conjuguant gain de place, confort, mais aussi inventivité. Oui, tout à fait. Du coup, ça fait une bonne transition par rapport à la deuxième tendance qui reflète vraiment une quête croissante de confort domestique, donc le bien-être chez soi. Donc, on a entendu énormément parler d'ailleurs de ça durant le Covid, post-Covid, et ça revient en force cette année avec toutes les augmentations des recherches que l'on va vous présenter. Donc, par exemple, il y a plein d'éléments qui favorisent la détente et le cocooning. Donc, on voit une augmentation de 150%, par exemple, pour les chambres cocooning, 80% pour cocooning, ou encore 62% pour le salon cocooning.
Donc pour le séjour, on note notamment un engouement particulier pour les canapés d'angle, par exemple, avec une augmentation de 240%. Donc en fait, ça reflète vraiment ce désir de créer des espaces conviviaux et enveloppants. Et pour rejoindre encore tout cet aspect, il y a aussi une augmentation pour les coiffeuses de 100%, des salles de sport également de 125%. Et ça illustre vraiment en fait l'importance grandissante qui est accordée pour le bien-être chez soi, à domicile. Donc le bien-être devient vraiment une priorité flagrante et l'habitat se transforme en véritable sanctuaire personnel où les particuliers peuvent vraiment tout faire chez eux, que ce soit se détendre, mais aussi faire un peu de sport, etc. La troisième tendance qui, je trouve, va quand même de pair avec la deuxième qu'on vient d'aborder, c'est le retour des espaces de convivialité. La maison, elle est vraiment vue comme un lieu de convivialité où chaque espace est pensé pour favoriser des moments de partage justement du quotidien, que ce soit en famille ou en amis, avec des amis. Et une tendance qui s'affirme cette année avec une envolée de recherches concernant par exemple l'aménagement de coins de repas avec une augmentation de 333%. C'est vraiment un signe que les Français recherchent à recréer des espaces chaleureux pour se retrouver autour d'un bon dîner, par exemple, que ce soit en semaine, en week-end, etc. Donc la convivialité, ça passe aussi par le retour de force des coins cafés, avec une augmentation de 36%, des bars de salon, 20% par exemple. Ça apporte vraiment des touches accueillantes, festives aux espaces de vie. Et d'ailleurs, parce qu'on nous avait posé la question, comment intégrer un coin boisson, par exemple, dans un projet, vous pouvez tout à fait le faire avec des plans 3D, par exemple, à House, pour vraiment aider les particuliers à visualiser l'espace pour le projet final. Donc, je fais juste une petite parenthèse maintenant pour ceux qui ne connaissent pas encore trop les plans 3D de House. C'est vraiment un outil qui vous aide à créer en quelques clics des rendus réalistiques, comme vous le voyez par exemple à l'écran, et qui aide le client à se projeter avant les travaux. Comme par exemple les mood boards, c'est un peu dans le même esprit en fait. Hein. Donc c'est idéal pour valoriser vos idées, mettre en lumière également évidemment votre savoir-faire. Je ne vais pas rentrer trop en détail évidemment dans cette session, c'est pas le but. Je vais vous mettre un lien là dans le chat justement pour que vous ayez plus d'informations. Je vais le faire tout de suite. Par rapport au plan 3D. Donc, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Vous pouvez aussi demander une démonstration directe avec un de nos professionnels de House qui vous donnera plus d'informations, qui vous fera une petite démonstration en live par rapport à votre projet ou à votre business. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais je vous ai mis les informations dans le chat. Donc, merci Camille pour cette parenthèse. En attendant vos questions, on va reprendre sur les tendances. Donc, l'autre évolution forte qu'on remarque, bon, c'est pas nouveau, mais c'est encore, ça se renforce, c'est sur des points particuliers, c'est les intérieurs qui deviennent ultra polyvalents. Donc, c'est encore toujours dans cette logique hein, d'optimiser au mieux ces espaces pour en faire, pour pouvoir en jouir de toutes les manières possibles dont on le souhaite. Donc, l'évolution des recherches sur les 3 premiers mois de l'année illustre cette volonté d'adapter chaque pièce à plusieurs usages, à commencer par les salons salle à manger, pour lesquels, encore une fois, on remarque un pourcentage d'évolution qui est très fort puisqu'il est de l'ordre de 400%. Et juste après, dans la même veine de créer cette pièce de vie où on a salon, salle à manger, cuisine, on a la cuisine ouverte qui continue de séduire évidemment avec toujours une progression de 36%. Donc quand on sait que c'est déjà une tendance qui est très forte depuis plusieurs années, elle continue de se renforcer et d'évoluer. Et elle montre que la préférence des Français va quand même aux espaces de vie ouverts, modulables, qui sont capables d'accueillir aussi bien les repas que les moments de détente. Et à côté de ça, on a une autre très belle évolution de 207% avec les bureaux dans la chambre, qui s'inscrit toujours comme le reflet d'un quotidien où le télétravail et l'espace personnel ils cohabitent plus régulièrement. Hein. C'est ce qu'on observe évidemment depuis le Covid. Et c'est toujours, cela traduit toujours les nouveaux modes de vie avec le télétravail en tête. Après, une tendance que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on a appelé le twist déco. Donc, c'est-à-dire que les propriétaires aujourd'hui sont en quête de personnalisation et cherchent à donner du caractère à leur intérieur avec des touches créatives et parfois même audacieuses, mais sans non plus tomber dans l'excès. Donc, c'est pour ça qu'on parle de twist. On va pas avoir quelque chose d'hyper chargé, mais il y aura un petit twist qui fait que cette déco est ultra personnalisée. Donc, en tête de ces choix, on retrouve
on retrouve la peinture et ses effets, qui affichent une hausse spectaculaire de 235. Ensuite, on a le papier peint, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait parler papier peint panoramique, parce que papier peint panoramique, pardon, c'est un mot-clé qui a évolué de 191 sur les 3 premiers mois de l'année, donc qui revient vraiment en force. Et aussi, on a le papier peint encore plus, précis, hein, dans la chambre. Papier peint dans la chambre, c'est un autre mot-clé qui a évolué de 189 sur la même période. Donc, on remarque que le papier peint se fait réellement remarquer pour apporter de la poésie aux murs. Et à côté de ça, pour rester sur la chambre, on a la tête de lit qui est, aménagée, donc qui devient un vrai élément de décor, et les recherches pour les têtes de lit ont augmenté aussi de 43. Je fais une petite pause, pour vous inviter, hein, à poser des questions si vous en avez. Il faut surtout pas hésiter à utiliser le chat, on s'interrompra pour y répondre. Oui, je vois d'ailleurs, c'est très intéressant, là, comme tu fais une pause, Élodie et Inès, qui disent qu'elles avaient plutôt la sensation d'un retour à la cuisine fermée ou semi-ouverte également. Alors, je pense que c'est un débat qui divise, qui a toujours beaucoup divisé parce que bah c'est vrai que les cuisines ouvertes, ils ont leur, tout le monde n'aime pas. Hein, on sait tous qu'il y a des avantages concernant les odeurs, le bruit. Il faut aussi que la cuisine soit parfaitement rangée parce que bon, elle est dans le salon et qu'on la voit tout le temps. Mais la réalité, c'est que souvent, bah, on a besoin de créer cette pièce de vie polyvalente pour dégager un autre espace dans le logement. Donc, ça peut être la création d'une chambre. Souvent, ce qu'on voit, hein, j'imagine que vous le voyez mieux que moi d'ailleurs, c'est qu'on déplace la cuisine qui était à l'origine séparée pour la mettre dans la pièce de vie afin de créer soit une chambre, soit un bureau, parce qu'on a besoin réellement d'optimiser. On en revient à la première tendance, hein, on a besoin d'optimiser l'espace disponible de toutes les manières possibles. Donc, la cuisine, ça va être souvent déplacé, donc que ce soit dans la pièce de vie ou même dans le couloir comme on a vu, pour dégager justement une pièce supplémentaire. Oui, voilà, Élodie, je pense que ça dépend vraiment de la dimension du logement. Tout à Mais fait. c'est vrai que c'est toujours un débat, hein, cuisine fermée ou ouverte, c'est toujours un débat parce que ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. C'est comme en ce moment, on est un autre débat, c'est minimalisme, maximalisme. Ça reste un débat. Mais on voit que ça continue de progresser. Ensuite, on fait toujours un petit point sur les couleurs. Hein. Donc, ici, on remarque cette année qu'on a un engouement particulier autour des salons verts. Qui ont augmenté de 116, des cuisines vertes aussi, avec une augmentation de 45, même si attention, hein, le blanc reste, quand on regarde après, dans les en volume de recherche et non en évolution, hein, le blanc reste, la couleur, principalement la couleur privilégiée pour les cuisines. Mais on a aussi, voilà, les cuisines vertes qui progressent et les cuisines bleues qui, aussi enregistrent une autre hausse de 41. Donc, ça illustre bien l'envie d'oser des teintes affirmées dans tous les espaces. Et dans les cuisines en particulier. Et aussi les crédences, donc comme, de la même manière que la tête de lit est utilisée comme un véritable élément de décor dans la chambre, les crédences le sont pour la cuisine, pour créer ce twist déco, qui est très recherché. Donc, on va oser des carrelages colorés, texturés, des choses, qui vont se voir depuis le salon et qui vont insuffler, insuffler un choix décoratif à toute la pièce. Donc, on est là sur une... Pardon, Camille? Oui, j'allais juste te couper en disant, je vois dans le chat quelqu'un qui dit, je m'attendais à voir le beige arriver. Alors, le beige, oui. Alors, c'est vrai que le beige, on l'a eu parce qu'on a fait une... alors là, on est vraiment sur des évolutions. Donc, nous, on appelle ça tendance émergente parce qu'on se dit que c'est ce qui va se confirmer l'année prochaine. Mais après, c'est vrai qu'on a fait une étude cuisine cette année. Et donc là, on était vraiment sur les volumes. Et après, le blanc est arrivé pour la première fois le beige. C'est vrai que le beige a tendance plutôt à remplacer le blanc, pas d'être un choix couleur audacieux, mais plutôt à remplacer le blanc pour éviter d'avoir cet aspect un peu trop épuré, un peu trop, comme on peut le voir dans les commentaires, hein, c'est pas moi qui le dis, hôpital. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien des tendances cuisine juste parce qu'on a parlé de ça, si quelqu'un est intéressé. Voilà. Donc cette tendance, voilà, l'idée de cette tendance, c'est se démarquer, affirmer son style et aussi injecter de la personnalité dans chaque recoin de la maison pour pas avoir l'intérieur de tout le monde, mais un intérieur qui ressemble.
Ensuite, on a fait un zoom sur la salle de bain parce qu'on a remarqué qu'on avait beaucoup de mots-clés, beaucoup de recherches qui incluaient le mot-clé salle de bain. Donc c'est évidemment pas nouveau, hein. Elle n'est plus considérée comme un lieu fonctionnel depuis plusieurs années. Elle devient une pièce de vivre à part entière et une pièce où on a besoin de se sentir bien, où dont l'usage doit être optimisé et une pièce qui doit être aussi esthétique. Donc encore une fois, là, c'est une tendance qui se confirme avec des nouveaux matériaux qui sont de plus en plus publicités dans la salle de bain, qui sont à la fois durables et élégants. Donc, on parlait des éliges tout à l'heure. Donc, les éliges, c'est vrai, mais là, on a remarqué quand même une hausse de 271 pour le terrazzo dans la salle de bain et une hausse de 110 pour le travertin dans la salle de bain. Donc, les 2, pour moi, ont comme point commun d'apporter du relief et une touche, design à l'espace salle de bain, quoi. Ensuite, en termes d'équipement, le confort et la mise en scène priment. Donc c'est-à-dire que la baignoire, même si on avait tendance à remplacer la baignoire par des douches dans un souci de gain de place et parce que la baignoire consomme trop d'eau, ben, on observe quand même une hausse de 74 pour les baignoires, qui continue de séduire pour ses qualités relaxantes, mais aussi, bon, bah, on parle aussi de famille et d'enfants en bas âge, dans ces cas-là, elle est très pratiquée de l'hermie. Mais à côté de ça, hein, je vous disais, on remplace aussi les baignoires par la douche. La douche à l'italienne reste très populaire, elle reste un incontournable puisqu'elle continue d'évoluer avec une hausse des recherches de 66. Donc on l'aime, principalement pour, son côté pratique et épuré. Tout à fait. Maintenant, si on passe à la partie suivante, donc les préoccupations écologiques et le coût de l'énergie, ça continue vraiment en fait à jouer un rôle et en faveur d'un habitat plus responsable. On l'a déjà vu d'ailleurs dans les éditions précédentes et c'est toujours le cas évidemment. Donc les tendances aux économies d'énergie restent un axe fort de l'aménagement et de la rénovation. Et on le voit très clairement ici à l'écran avec une augmentation spectaculaire de 575% pour le mot éclairage LED. La problématique d'ailleurs liée à l'isolation enregistre quant à elle une progression de 327%. Donc ça souligne vraiment en fait la volonté des particuliers de réduire les perditions évidemment thermiques, que ce soit par les murs, par le toit, par les fenêtres. Et enfin, on voit aussi une augmentation des poêles à bois de 26%. Ça continue vraiment à séduire les particuliers comme une solution de chauffage plus responsable, si je puis dire. Et on sent bien, évidemment, que la performance énergétique devient un critère de choix majeur en termes de construction et de rénovation. Ouais, ça continue, évidemment, et ça continuera, j'imagine, dans les années à venir. Tout à fait. Donc pour clore cette première partie, sur, le rapport tendance émergente, on vous a préparé, les grandes lignes, ce qu'il faut retenir du rapport. Donc d'abord, l'optimisation des espaces, hein. On sent un vrai besoin de mieux exploiter chaque mètre carré, les salles de bain sous comble, les lits estrades ou encore les entrées et couloirs, qui sont repensés et en fait, on ne veut plus de place perdue, tout devient fonctionnel. Ensuite, on a le bien-être à la maison, hein, que ce soit par l'aménagement d'une salle de sport, d'un coin coiffeuse ou encore, des canapés ultra cocooning. C'est différentes idées, mais l'idée est la même, c'est de prendre soin de soi, de faire de son intérieur un lieu où on se sent bien et où on peut se ressourcer. Ensuite, on a la convivialité qui revient en force, hein. On l'a vu avec le succès des coins repas, des coins cafés et même des salles de jeux, hein, les salles de jeux et puis il y a aussi un engouement particulier autour des jeux de société également. J'ai vu un projet récemment où ils avaient carrément aménagé une table dédiée à cette activité et donc les gens ont envie de recréer un lien, chez eux, de partager des moments, conviviaux avec leurs proches. Ensuite, on a une autre tendance marquante, donc la polyvalence des espaces qui n'est pas nouvelle. Les intérieurs doivent être flexibles, on aménage des bureaux dans les chambres, les salons qui font aussi salle à manger. Bon, tout ça, c'est pas nouveau, mais ça continue de se renforcer, On s'adapte parce que bah, tout simplement, les intérieurs continuent de s'adapter à nos nouveaux modes de vie. Et enfin, on a la personnalisation et la conscience écologique. On ose plus de couleurs, on ose des matières, des effets déco marqués et en parallèle, on réfléchit aussi à la consommation d'énergie, à la provenance des produits, des matériaux et avec un vrai engouement pour l'éclairage LED qui permet notamment aussi de faire des économies, qui est un autre axe important, tout comme l'isolation ou encore les systèmes de chauffage plus sobres et performants. Donc on voit que les attentes évoluent vite et elles traduisent des changements, dans nos façons de vivre et d'habiter dans nos intérieurs.
Alors, avant de passer à la deuxième partie, je regarde juste un peu le chat. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas. N'hésitez pas, oui, on peut garder un peu de temps là entre les deux sessions, entre les deux parties. On va passer à la deuxième partie on va vous partager des chiffres clés sur le comportement des Français vis-à-vis de la rénovation et de la décoration avec notre rapport House et la maison de 2025. Et je pense qu'on peut commencer, Claire, et puis on voit s'il y a des questions qui arrivent. Alors, on va commencer. Donc là, c'est une autre étude qu'on a fait. Donc, c'est une étude qu'on fait auprès des propriétaires. On leur demande, voilà, quels travaux ils ont réalisés, quels travaux ils prévoient de réaliser, combien ils ont dépensé, ce qu'ils ont fait. Enfin, il y a beaucoup de questions. Je crois qu'il y a une centaine de questions dans cette étude. Et après, on a notre équipe notre équipe de recherche qui en tire des conclusions. Donc, on va commencer avant de pas d'aller plus dans le détail avec les grandes lignes à retenir de cette étude House et la maison 2025, donc qui est plus là sur le secteur. Bon, il y a aussi des choix déco, mais on est plus sur le secteur de manière générale. La première idée, c'est qu'on a une dynamique de travaux qui reste forte, c'est-à-dire qu'en 2024, parce que l'étude, hein, les questions sont posées sur l'année 2024. Donc, en 2024, 35% des propriétaires ont réalisé des travaux de rénovation et 41% ont mené des projets de décoration. Donc, ça reste des chiffres qui restent fortes. La tendance continue parce que 42% des répondants ils prévoyaient de faire des projets en 2025, donc cette année, et 35, donc des projets déco hein, pour 42%, pardon, et pour 35% d'entre eux, c'était des projets de rénovation. Donc, malgré un contexte économique qui est parfois compliqué actuellement, l'envie d'améliorer son habitat reste bien présente dans l'esprit des propriétaires. Ensuite, on a un deuxième point important qu'on a noté, c'est un parc immobilier vieillissant qui continue de générer de nombreux chantiers. C'est-à-dire qu'un tiers des propriétaires qui ont rénové habitent dans des maisons qui sont construites avant 1940. Et donc, sans surprise, il y a une forte part des projets qui est liée aux réparations techniques, donc ça peut être la remise aux normes électriques qui a été citée par près de 40% des répondants, la modernisation de la plomberie effectivement qui a été citée par 33% des répondants, mais aussi du chauffage, notamment, dans un contexte où on a besoin, d'être plus performant sur le plan énergétique, qui a été cité par 31% des répondants. Comment se situent ces chiffres par rapport à je vois pardon, je me coupe parce que je vois question d'Anne-Valérie. Donc comment se situent ces chiffres par rapport à 2023 et 2022? Ils ne sont pas en baisse. Ils ne sont pas forcément en baisse. Alors ça stagne, mais on remarque que, la rénovation reste quand même, enfin, elle reste essentielle pour beaucoup et donc malgré les difficultés économiques, l'intention de rénover est toujours là. Après, ça va peut-être se jouer au niveau des budgets qui vont être moins importants. On va le voir après. Donc pour revenir à ce ré à ces grandes lignes qu'on a dégagées, le troisième enseignement, c'est, que la rénovation reste un investissement sur le long terme. Donc comment on en arrive à là? C'est parce que 69%, donc on va dire même près de 70% des répondants, déclarent vouloir rester au moins 11 ans dans leur logement après les travaux. Donc ils rénovent vraiment dans l'optique de faire leur maison, d'y vivre et pas forcément de faire un investissement. Ils rénovent pour y vivre. La rénovation n'est aujourd'hui pas qu'un simple coup de peinture, c'est un projet de fond qui est pensé pour durer. Une bonne question, Claire, je te coupe. Oui. Est-ce que ces sondages ont été faits nationalement ou est-ce qu'il y a des différences par région? Non, on n'a pas différencié par région, c'est sur le plan national. Là où on a différencié, je pense qu'on va le voir après dans les graphiques, c'est par tranche d'âge. Parce qu'on voit quand même des différences par tranche d'âge. Mais non, sinon c'est au niveau national. Ensuite, le quatrième point, c'est, que le financement est toujours largement basé sur l'épargne personnelle. C'est-à-dire que 73% des propriétaires ont financé leur projet avec leur épargne. Ça prend par contre de l'importance par rapport aux années précédentes parce que ça passe devant la vente des biens précédents, donc vu l'état du marché immobilier, c'est pas étonnant et ou encore, les cartes de crédit, hein, parce que les cartes de crédit, ça reste bon là, on n'est pas sur des gros travaux, mais ça reste aussi une source de financement et
À côté de ça, qui traduit toujours l'état actuel du secteur et de l'économie, le recours aux prêts bancaires reste minoritaire, mais il progresse quand même, c'est-à-dire qu'il est de 18% en 2024 contre 15% en 2025. Enfin, le dernier point clé, c'est de savoir que le contexte favorise le passage à l'action. Pourquoi? Parce qu'on remarque que beaucoup de projets ont été déclenchés par une meilleure disponibilité des propriétaires et l'envie de concrétiser des travaux qui étaient en attente depuis longtemps. Donc pour beaucoup, je pense qu'ils ont été tous un peu attentistes vis-à-vis du contexte. Et là, cette année, ils disent bon bah, on va peut-être y aller quand même. Et ils ont enfin pu réunir le temps et le budget nécessaires, mais je pense qu'ils sont un peu moins frileux. Donc c'est plutôt prometteur. Et ensuite, bah, tout ça pour dire que les Français, ils rénovent, ils décorent, ils investissent durablement dans leur logement malgré un environnement économique qui est plus tendu et ils privilégient par contre des projets utiles et durables et restent quand même, quoi qu'il arrive, très attachés à la qualité de vie chez eux. Je vais laisser Camille, parler des budgets. Oui, voilà, je voulais rebondir sur les budgets. Bonne transition, justement, parce qu'on observe vraiment une baisse générale. Donc, la dépense médiane pour une rénovation est passée de 20 000 euros en 2023 à 18 000 euros en 2024. Donc, les particuliers veulent continuer à rénover malgré un contexte quand même économique assez tendu, comme tu viens de l'expliquer. Je voulais juste préciser, je voulais juste définir le terme dépense médiane parce qu'il ne faut pas confondre avec dépense moyenne parce que c'est vrai que ça paraît pas forcément très élevé. C'est-à-dire que la dépense médiane, ça signifie que 50% des budgets sont plus élevés et 50% des budgets sont moins élevés. Ouais. Et aussi, nous, on parle sur des budgets, donc on n'est pas forcément, c'est évidemment pas forcément des rénovations complètes. C'est pas forcément non plus des rénovations qui sont faites avec des professionnels. C'est vraiment les budgets que les propriétaires ont mis dans les travaux pour leur maison, tout projet confondu. Donc, ça peut aller du simple changement de la chaudière à la rénovation complète. Donc, c'est pour ça que le chiffre de 18 000 peut paraître bas parce qu'il inclut vraiment tout. Pardon, Camille, je te laisse. Non, bien sûr, c'est un bon détail à rajouter, surtout que si on va à la diapo d'après, on rentre un peu plus dans le détail par rapport aux pièces de la maison. Et on peut voir que, par exemple, il y a plusieurs pièces qui ont été impactées, comme par exemple la cuisine, on le voit très clairement, 10 000 euros en 2024 contre quasiment 13 000 en 2023, donc une diminution de 21%. Ou encore un autre exemple, la salle de bain, on était à 8 400 en 2023 et on est passé à 7 900 en 2024. Donc, une baisse un peu plus légère de 6%, par exemple, pour la salle de bain. Donc, en clair, les Français adaptent vraiment leur projet. C'est ce qu'on voit très clairement. Hein. Ils réduisent souvent le périmètre des travaux. Ils se concentrent sur quelques travaux. Et comme je l'ai dit juste avant, ils continuent à rénover malgré ce contexte qui peut être parfois tendu. Alors, les prochains graphiques montrent, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les principaux modes de financement en 2024. Donc, on va la repasser rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Donc, 73% des projets sont financés grâce à l'épargne. Ensuite, on retrouve la vente d'un précédent bien, les cartes de crédit et les prêts bancaires qui progressent un peu. Et donc, pour conclure rapidement sur cette slide, c'est que même si le crédit reprend légèrement, les Français restent prudents et financent majoritairement avec leurs propres moyens, vont pas chercher à s'endetter pour leurs travaux. Ensuite, qu'est-ce qui pousse les Français à rénover ? Donc, comme on le voit, pour 34%, c'est tout simplement l'envie de passer à l'action après avoir attendu parfois plusieurs mois, voire plusieurs années pour le faire. Et pour 26%, c'est parce qu'ils ont enfin réuni le budget nécessaire ou qu'ils ont plus de temps disponible plus de temps à consacrer à leur projet. Donc pareil, là, on peut résumer en disant que c'est la rénovation, quelle que soit la nature des travaux, c'est une envie qui a longuement mûri avant de se concrétiser et qui finit par se concrétiser quand le bon moment arrive. Et je veux passer maintenant par rapport aux défis, aux freins que les propriétaires peuvent retrouver. Donc évidemment, on vient de l'évoquer, ça peut être le budget. Entre la hausse des coûts des matériaux, celle de la main-d'œuvre, il faut souvent revoir leurs ambitions à la baisse.
Ensuite, il y a évidemment également les délais. Parfois, pour obtenir des devis ou pour démarrer des travaux, les temps d'attente peuvent s'avérer plutôt longs. Et enfin, un troisième point, c'est la difficulté pour certains propriétaires de trouver des professionnels qualifiés, disponibles, que ce soit dans certaines régions ou périodes de l'année, également évidemment selon les projets, ou parfois des corps de métier qui sont très demandés. C'est vraiment des retours qu'on entend, et surtout toi, Claire, régulièrement de la part des utilisateurs de House. Tout à fait. Et côté pièces, les chambres arrivent en tête des rénovations avec 31% des projets. Donc, c'est sans surprise, comme tu l'as déjà évoqué d'ailleurs au début de ce webinaire. S'en suivent les salles de bain avec 26% qui sont toujours très demandées car elles apportent beaucoup de confort, on les utilise au quotidien. Et ensuite, on retrouve les séjours et les cuisines à égalité cette année avec 23% chacun. Alors, juste coupe pour faire parce que là, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouvais que c'était intéressant parce que ça fait des années qu'on fait cette étude et on a toujours eu chambre, salle de bain, cuisine à peu près au même niveau. Et c'est la première fois que les cuisines descendent aussi bas, c'est-à-dire qu'elles sont à égalité avec salle de séjour et salon. Alors, aussi, quand on sait que la cuisine, c'est aussi le plus gros budget d'une rénovation, ça confirme un peu la tendance au budget en baisse. Tout à fait, exactement. Oui, c'est vrai, c'était une grosse surprise pour les cuisines, effectivement, ouais. Pardon, Non, vas-y, je te laisse continuer. Oui, alors l'autre point clé, c'est un point qui vous intéresse, j'imagine, c'est le recours aux professionnels. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il reste très largement majoritaire. C'est-à-dire que 85% des propriétaires qui ont fait des travaux nous ont dit avoir sollicité au moins un professionnel pour les accompagner dans leurs travaux. Et les métiers les plus demandés, il y a pas beaucoup de surprises, hein, c'est les classiques du bâtiment. C'est-à-dire que 46% des propriétaires ont fait appel à des artisans du bâtiment, 33% à des plombiers. Mais on note aussi une forte hausse des interventions liées au chauffage et à la climatisation, puisque 21 des projets incluent désormais ce type de travaux contre seulement 11% l'an dernier. Donc clairement, hein, même si certains font plus de choses eux-mêmes parce qu'ils adaptent leur projet pour adapter leur budget, dès qu'il s'agit de grosses œuvres ou de techniques, ils n'hésitent pas à continuer à faire appel aux professionnels, et les artisans ils sont les premiers à être demandés, quoi. Ensuite, on termine toujours l'étude avec les prévisions pour l'année en cours. Donc là, c'est pour l'année 2025. Donc, on a déjà parlé un peu d'intention tout à l'heure. On va le voir un peu plus en détail. Ah, je vois une question. Alors, oui, alors artisans du bâtiment, ça va être les entreprises tout corps d'État. C'est-à-dire qu'ils vont pas, ça va pas être, c'est une entreprise qui va comprendre plusieurs corps de métier au sein de, voilà. Donc du coup, pour 2025, on voit que le marché de la rénovation va rester actif, mais avec des budgets évidemment plus serrés. Donc la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement du marché immobilier freinent certains projets. Je pense que vous le savez mieux que nous. Et on remarque aussi que seulement 25% des rénovations sont liées à un achat immobilier, contre 33 à 35% les années précédentes. Donc là, on ressent réellement l'impact du marché immobilier sur le secteur. Mais malgré ça, l'envie de rénover, elle reste forte auprès des propriétaires. Comme on vient d'expliquer, ils adaptent leurs projets, les rendent plus ciblés, mais ils continuent aussi à investir dans leur habitat. Comme on vous donne beaucoup d'informations, d'un coup, beaucoup de chiffres, je vais laisser Camille refaire un petit récap. Ouais, voilà, on va faire un petit récap avant de passer à la dernière partie de ce webinaire. Je regarde aussi le temps pour qu'on soit bien dans le timing. Encore une fois, vous recevrez de toute façon toutes ces informations par email. Vous pourrez prendre des impressions écran, n'hésitez pas. Mais voici les points essentiels de l'étude sur le marché de la rénovation. Donc, comme on le disait, les budgets en baisse avec une dépense médiane qui passe de 20 000 à 18 000 euros, surtout dans les cuisines et les salles de bain. Le financement reste majoritairement personnel, mais le crédit progresse un peu. Le marché est freiné par le ralentissement immobilier, comme Claire l'a évoqué. Donc, seulement 25% des rénovations suivent un achat récent, contre 33-35% dans les années précédentes. Et la hausse des taux et des coûts de la vie limite également, évidemment, les travaux.
Le top 3 des pièces rénovées évolue, comme on l'a vu, et c'est vraiment une surprise pour le coup. Donc les chambres, 31%, les salles de bain, 26%, et puis les séjours et cuisines à 23% chacun. Les maisons anciennes, surtout celles construites avant 1940, représentent 34% des rénovations, avec un focus, comme on l'a évoqué, sur l'électricité, la plomberie et le chauffage. Et puis enfin, pour finir ce petit récap, 31% des projets concernent les extérieurs et la majorité des rénovateurs prévoient de rester au moins 11 ans dans le logement, donc une période assez longue, signe d'un engagement évidemment, et comme je le disais, sur le long terme. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions avant de passer à la dernière partie qui, vous allez le voir, va être assez rapide. Ouais. Donc l'avant-dernière, bon, de toute manière, on reprendra un peu de temps à la fin, hein, si jamais les questions viennent après. Donc on a, pour finir, donc là on a vu en fait les tendances émergentes, donc celles qu'on anticipe pour l'année prochaine. On a fait un état des lieux du secteur, et donc là on voulait finir ce webinaire en faisant un zoom rapide sur les incontournables déco du moment. Donc là c'est un travail vraiment qui est fait au sein de la rédaction où on se dit, on repose toutes les informations dont on dispose et on se dit voilà, qu'est-ce qui est incontournable aujourd'hui? Donc, on a fait ce petit top du must-have dans les intérieurs. Donc, les premiers, on a vu, hein, on va revoir ce dont vous disiez au début. Hein. Donc, les couleurs chaudes et naturelles avec les beiges, les bruns, les roses sourds. Donc, tout ce qui évoque le réconfort et la douceur. Ensuite, pareil, hein, vous l'avez dit au début, les matières naturelles avec le bois, le terrazzo, le travertin qui apportent du relief et de la chaleur aux intérieurs. Ensuite, on a le mobilier modulaire et multifonction qui est parfait pour créer pour les espaces qui sont plus petits et pour créer des espaces polyvalents. Ensuite, on a les formes et les courbes enveloppantes qui sont toujours très présentes, que ce soit sur les meubles, les miroirs ou même les ouvertures, donc pour adoucir l'ensemble de l'intérieur. Ensuite, on a les décors muraux affirmés avec les papiers peints panoramiques, les peintures à effet, les fresques. Donc, l'objectif là, c'est de personnaliser son intérieur. Et enfin, on a noté aussi les séparations légères, les claustras, les verrières, les étagères ajourées qui sont là pour structurer sans cloisonner, sans fermer. Donc, je pense qu'on se rejoint un peu par rapport à notre question du début. On est un peu sur la même longueur d'onde. Et du coup, on va passer aux questions. Et voilà, on arrive déjà à la fin de notre tour d'horizon des tendances et du marché. Donc, on a encore quelques petites minutes là si vous avez des questions, des points qu'on peut revoir également. N'hésitez surtout pas. On va rester encore peut-être 5 petites minutes connectées de toute façon. Aussi, profitez-en si vous avez besoin d'informations supplémentaires, hein, parce qu'on fait d'autres études. Donc, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, profitez-en pour nous les partager. Et puis pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, là j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient arrivés un peu plus tard. Si jamais vous n'avez pas entendu, on vous enverra de toute façon l'enregistrement de cette session là d'ici une journée et un résumé de toutes les autres sessions la semaine prochaine. Est-ce qu'il y avait des questions posées autour du réemploi, seconde main, upcycling? Dans les études, non, on n'a pas eu ça. Alors, c'est vrai qu'on avait eu l'année dernière, ça avait été un sujet sur l'étude parce qu'on avait beaucoup de mots-clés autour du vintage, par exemple. Et ça a été un vrai sujet. Cette année, on l'a moins remarqué, mais je pense que c'est toujours très présent également. Ça est toujours... Oui, c'est toujours dans cette même optique d'environnement durable et du coup, les particuliers sont quand même intéressés par rapport à ça, garder l'existant. En termes de motifs, papier peint, coussin, objet, nous serons sur quelle tendance?
Alors là, je vous invite à lire notre rapport qu'on avait fait sur Maison Objet et même que vous pouvez même regarder ce qu'on avait fait juste après. On avait fait un webinaire tendance juste après Maison Objet. Et c'est vrai qu'on avait noté pas mal de retours aux intemporels sur les motifs, donc avec des imprimés animaliers, des rayures et aussi beaucoup de choses un peu psychédéliques qui rapportent aux années 70. Je vais essayer de vous mettre le lien là, de ce que Claire nous dit, si jamais je le retrouve. C'était, oui, à Maison Objet, il y avait l'installation d'Elisabeth Le Riche avait présenté beaucoup de motifs comme ça de mémoire. Ouais, je vais essayer de vous trouver ça, de vous mettre ça dans le chat si je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour les chiffres. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été présents. Trouver beaucoup de choses. Ah oui. Au Québec, bien sûr. Ouais. Effectivement, c'est difficile. Oui, culturellement, c'est plus compliqué. Par contre, on édite. Alors, je ne sais pas si ce sera très différent aussi, mais on édite le même rapport aux États-Unis. Donc, sur house.us, vous pourrez trouver ce rapport tendance émergente pour les États-Unis. Je vais encore rester, on peut rester en ligne encore peut-être 2-3 minutes s'il y a d'autres questions qui arrivent. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été présents aujourd'hui pour cette une des dernières sessions, encore une fois, de ces Summa Club séminaires. Merci beaucoup à toi, Claire, pour tous ces chiffres, toutes ces informations très utiles, je pense, pour nous tous d'ailleurs. Bah, merci à vous surtout et merci à toi, Camille, aussi. Avez-vous des infos sur les tendances carrelage? Alors pas forcément. Par contre, on a des articles sur, on avait fait après Milan là-dessus. On a des articles, on peut vous les retrouver. Je sais pas si on peut inclure des liens au récap, Camille. Oui, bien sûr, ouais, je peux rajouter ça. Parce qu'il y avait de mémoire des choses, de mémoire, on en avait parlé au moment de Milan, donc ça remonte pas à si longtemps. Ouais, je ferai en sorte de rajouter ça. On trouvera le lien là après cette session et je rajouterai ça à l'email que vous recevrez demain. Alors non, pas de tendances qui seront présentées sur Maison Objet en septembre, on ne sait pas, mais on y sera pour les couvrir, ça c'est sûr. Après, tout ce que je sais, c'est que là, ça va être une édition un peu différente, c'est-à-dire qu'ils font que l'édition classique, c'est désormais au mois de janvier et ils font une édition un peu allégée, je crois, en septembre. Donc, on vous en dira plus dès qu'on aura découvert toutes les nouveautés de cette édition. Est-ce que les tendances de Milan et de Maison et Objets sont différentes? Alors, Milan et Maison Objet, on est quand même sur des tendances générales qui sont similaires. On retrouve les mêmes choses. D'ailleurs, on l'a notamment noté cette année, c'était sur les tendances couleurs. Même pas que couleurs, mais on avait beaucoup ce qui est très rare, hein, parce que nous, comme on a une équipe aux États-Unis, on a des équipes dans différents pays, on compare souvent les tendances entre les pays. Et pour la première fois cette année, on avait réellement des points communs. Donc entre Milan, Maison Objet, c'est pas forcément étonnant parce qu'on reste sur le marché européen, mais on avait des points communs avec les États-Unis. Donc après, ça se traduisait évidemment différemment, mais sur les grandes idées, on avait le marron, par exemple. Le marron, c'était une couleur qui avait explosé dans tous les pays. Le marron, tout ce qui est décoration années 70, retour des années 70, pareil, ça avait dans tous les pays et on avait été assez surpris de voir de telles similitudes sur des marchés qui sont historiquement très différents en fait. Oui, aussi le bois foncé, oui. Et toutes ces couleurs un peu brun dont on a parlé, qui étaient très plébiscitées aussi dans les années 70, brun orangé par là. Je vous mets un lien là justement, je viens de retrouver un lien par rapport à Milan, mais encore une fois, comme on l'a évoqué avec Claire, on rajoutera ça à l'email de demain. C'est très rapide, Camille. Tu trouves les liens en même temps que tu parles.
Bah, merci beaucoup et n'hésitez pas à nous contacter, à remplir aussi le petit questionnaire qui vous sera envoyé pour nous dire votre avis aussi, pour nous dire si vous avez des envies particulières pour les prochains webinaires. Oui, n'hésitez surtout pas, une fois que vous avez fermé la page du webinaire, vous recevrez ce petit questionnaire. On vous souhaite à tous une très belle après-midi. Merci encore et à bientôt sur House. Merci, bonne journée.